Se retrancher derrière un conseil scientifique me semble déjà oiseux. Augmentation exponentielle du nombre de cas. Là-dedans, tout est faux. Le confinement, c'était une folie dingue. Et bonjour Laurent, comment allez-vous? Parfaitement bien. Vous êtes quelqu'un qui est souvent plutôt dans votre laboratoire, dans votre recherche, et c'est par éthique que vous avez fait le choix de venir, de vous exprimer partout. C'est l'appétit de celui qui habituellement est tout seul dans son coin et qui réfléchit dans son coin, et quand il en a l'occasion, il partage. Et là, vous avez fait ce choix. L'erreur de logique, de la confusion entre corrélation et causalité, elle est très très importante dans le cadre de cette épidémie. C'est un des verrous majeurs finalement de la compréhension de ce qui se passe. Si vous voulez, ils ont mis en place une mesure très très forte qui consistait à confiner tout le monde. Vous voyez, cette mesure-là, on ignore encore aujourd'hui quelles vont être les conséquences de cette mesure. Et ils nous disent, au bout du compte, oui, mais si on ne l'avait pas mise en place, on aurait eu beaucoup de morts. En gros, les 500 000 morts qui avaient été annoncés, c'était si on ne faisait pas de confinement. Or, on a fait le confinement et on n'en a eu que 20 000 ou 30 000, bon, enfin, en comptant les EHPAD. On va dire 30 000. C'est là où il y a une erreur de causalité, c'est de dire que les 500 000 morts qu'on a évités, c'est grâce à la mesure qu'on a mise en place. Il y a deux événements qui arrivent en même temps, donc c'est la co-occurrence, épidémie et mesure contre l'épidémie. Et puis à la fin, on nous dit, eh bien voilà, le résultat qu'on obtient, c'est grâce à la mesure qu'on a mise en place. Mais c'est totalement faux. Cette causalité-là n'existe pas. Et en réalité, la mesure n'a servi à rien du tout. Et l'une des preuves les plus évidentes, c'est qu'elle était associée à d'autres événements qui auraient dû venir, c'est-à-dire que le fait que l'on mette en place cette mesure-là, on aurait dû avoir une seconde vague immédiatement au déconfinement, et cette seconde vague n'a pas eu lieu. Deuxième chose très importante, c'est que le seul pays, heureusement qu'il existe, la Suède, n'a pas mis en place le confinement, et la configuration dynamique de leur épidémie est la même que la nôtre. Laurent Toubianas, ce que vous êtes en train de dire, oui, c'est qu'il y a peut-être eu une grosse erreur actuellement, c'est de vouloir mettre en place des décisions politiques à partir d'hypothèses scientifiques. C'était des hypothèses complètement fausses. D'ailleurs, je les ai dénoncées tout de suite. Le confinement, c'était une folie dingue. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le même raisonnement continue. C'est-à-dire que, et vous allez voir le piège dans lequel on tombe, aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce, par exemple, une seconde vague. Tout l'échafaudage, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit ailleurs, il y a une forme de construction autour des mesures prises contre cette épidémie. Cette construction, c'est-à-dire port du masque, etc., tout ce qu'on sait, elle s'écroule comme un château de cartes si le postulat de la seconde vague tombe. C'est-à-dire que si cette théorie de la deuxième vague n'existe pas, vous l'enlevez, eh bien tout ce qu'on met en place comme peur, comme mesure, etc., ne sert plus à rien, ça s'écroule. Là où il y a un piège, c'est qu'on peut nous dire, ah bien, si la seconde vague n'a pas eu lieu, c'est parce qu'on a mis en place justement ces mesures. Et vous comprenez que là, il y a une deuxième fois la même mécanique, si vous voulez, la même confusion entre plutôt corrélation, c'est-à-dire co-occurrence de deux événements, mise en place d'une mesure et non-arrivée de cette mesure, et causalité, c'est-à-dire que l'une, en réalité, n'est pas la cause de l'autre. La deuxième vague ne peut pas arriver de toute façon. Cette deuxième vague est fantasmée, si vous voulez. Il y a une explication qui est avancée par d'autres épidémiologistes, et puis que vous défendez peut-être, c'est que le virus aurait muté. Bien sûr que non, hein. Tout de suite je dis, cette histoire de mutation, voire de mutant,
est un des multiples fantasmes, l'une des multiples fadaises que l'on entend. Le coronavirus est une structure beaucoup plus stable. Alors bien sûr, ça peut muter sur les bords, mais en gros, le coronavirus est relativement stable. La notion de mutation, on en entend beaucoup parler pour les épidémies de grippe, si vous voulez, parce que la conformité même du virus de la grippe, sa structure même, est très sensible à la mutation. À chaque fois, on a un virus nouveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les virus circulant au cours d'une période hivernale sont toujours un peu différents. Et donc, la saisonnalité des grippes et le fait qu'elles soient récurrentes n'indique pas que c'est toujours la même grippe. En fait, c'est toujours une grippe différente. C'est toujours un cocktail de virus différents. Et pour parler du vaccin, le vaccin de la grippe ne fonctionne pas. Ça ne vous a pas échappé. Si ça fonctionnait, il y aurait plus de grippe. La constitution du vaccin se fait sur la base des virus circulant les années précédentes. Eh bien, on constitue un vaccin si, entre-temps, le virus a légèrement changé, eh bien, il atteint, c'est un nouveau virus, donc c'est une innovation, c'est un virus émergent qui a donc la capacité de toucher toute une nouvelle population, même si elle avait été touchée anciennement par un autre virus, eh bien, elle est de nouveau susceptible d'attraper ce nouveau virus. C'est la raison pour laquelle il est difficile de faire un virus du vaccin et que tous les ans, on recommence. C'est toujours un nouveau vaccin. Alors, je sais que le professeur Didier Raoult nous parle de plusieurs souches qu'il aurait détectées, mais la réalité, c'est que ce virus-là est relativement stable. Pour moi, je fais l'hypothèse, pour l'instant, elle est très forte, que nous avons affaire à peu près au même virus, et c'est de ça qu'il faut s'occuper. Déjà, les épidémiologistes, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des spécialistes, vous êtes tous Alors, d'abord, vous êtes tous à la pointe de la recherche. Évidemment, non. Nous sommes, je veux dire, la recherche, par définition, ce n'est pas un lieu d'accord. Et ce serait un lieu où les gens seraient tous d'accord, ce serait grave. Je veux dire, ce serait même absolument impossible. C'est presque un principe. Ça permet, si vous voulez, d'envisager les multiples aspects d'une question. Et dans la démarche scientifique, elle est très codée, elle permet d'éliminer la subjectivité sur une question. Il y aurait quand même une question qui peut se poser, si cette discussion justement de recherche qui intéresse les scientifiques ne devrait pas sortir justement du champ politique et des décisions directement prises relativement à nos libertés. Je pense qu'il faut effectivement séparer les champs, et s'il y avait une erreur, je ne suis pas sûr que ce soit une erreur, mais c'est d'avoir mis en avant, de la part de nos gouvernants, c'est d'avoir mis trop en avant la notion de conseil scientifique, etc. Se retrancher derrière un conseil scientifique me semble déjà oiseux, mais que ce conseil scientifique, on ne sache pas comment il travaille, ça c'est encore pire, et nous sommes dans une sorte d'opacité totale. Donc effectivement, il n'y a pas de discussion globalement. La discussion, elle se fait à travers les médias, parce qu'au bout d'un moment, certains chercheurs se sont dit, ah ben non, c'est trop incohérent, il faut le dire. Comme vous avez vu, nous avons écrit une tribune, nous étions 35 au départ. Cette tribune s'intitulait « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». 160 chercheurs aujourd'hui signent cette tribune de toutes les disciplines possibles. J'aimerais pouvoir attirer votre attention sur une chose qu'on avait évoquée entre nous, sur le fait qu'il y a eu des procès qui ont été engagés contre des penseurs, contre des chercheurs, des scientifiques. Je vous citais et vous m'avez dit oh, pourquoi aller si loin quand je vous ai cité que Socrate, par exemple, a été condamné à mort pour ses réflexions, pour sa pensée. Et on est revenu un peu plus tôt, en 1600, quand il y a eu le procès de Giordano Bruno, qui a été brûlé vif à cause de ses idées. Ils lui ont cloué la langue sur un mort de bois. Et puis plus tard, il y a eu Galilée. Et on a trouvé encore récemment un procès qui a été fait contre des sismologues en Italie parce qu'ils n'avaient pas identifié qu'il allait y avoir un séisme. Ils n'avaient donc pas prévenu la population, ils n'avaient donc pas prévenu les autorités. Et ils ont été considérés comme responsables. Aujourd'hui, il y a deux camps dans le monde scientifique
qui se font discussion et c'est quelque chose de sain. Vous pensez quoi de ce risque qui pèse sur la communauté scientifique et surtout sur des chercheurs comme vous qui ont pris position pas en conformité avec le courant de pensée dominant? Vous avez signé une tribune qui vous expose. Je vais tenter de citer une phrase de Schopenhauer que j'affectionne particulièrement, c'est que lorsque quelqu'un s'exprime à rebours de la pensée majoritaire, dans un premier temps, il est moqué, on le méprise, etc. Dans un deuxième temps, on le combat violemment. Et dans un troisième temps, on l'oublie car cette pensée-là est devenue banale. C'est ça le process, c'est-à-dire qu'effectivement, les idées émergent à un moment et il y a une forme de conformisme qui fait qu'il y a des résistances au changement. Il est très difficile de faire émerger des idées nouvelles comme par exemple la Terre tourne autour du Soleil, c'est un truc inadmissible, vous imaginez. Donc c'est difficile de changer ça. Donc les gens combattent très fort. Je pense qu'il est encore plus grave pour quelqu'un qui sait quelque chose de ne pas le dire. Et donc c'est ça le truc. Le risque pour moi le plus grand serait de m'être fourvoyé dans mes pensées. Et ça, et entraîner avec moi d'autres personnes, leur avoir mis un espoir là où c'était pas le moment. Mais écoutez, en donnant de l'espoir aux gens, on ne tue personne. En revanche, en mettant en place des mesures comme elles ont été mises en place, on essaye de garder des vies, la vie des personnes qui sont présentes, on essaye de les garder en vie, mais on oublie juste un tout petit détail, c'est qu'on rejette sur le futur les mesures que l'on a prises. La réalité des choses, c'est qu'on infantilise les gens, on diffuse une peur telle que les gens finissent par perdre la réalité. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette technique de gouvernance de crise? Alors, je vous fais sortir là de votre zone de confort. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pas parce qu'on est épidémiologiste qu'on n'est pas non plus, on est complètement en dehors de ces champs de réflexion. Je donne le crédit à tout le monde d'avoir fait le mieux possible. Donc ça, c'est ma base. Je n'accuse personne. Je ne crois pas du tout au complot. Comme disait Rocard, pour mener un complot, il faut être très intelligent. Or, autour de moi, je ne vois que des imbéciles. Je crois plus, si vous voulez, à des effets d'aubaine, c'est-à-dire des opportunités, c'est-à-dire la question qu'on pourrait résumer par, en anglais, what's good about it, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans. Je pense qu'il doit y avoir probablement des gens qui, au final, vont trouver leur intérêt à ce que cette crise dure le plus longtemps possible, mais je pense que les scientifiques, même les scientifiques du fameux conseil scientifique, etc., ont fait de leur mieux pour, et je le pense sincèrement, pour éviter que les gens souffrent. Donc, jamais vous me verrez les accuser de complotisme ou même d'opportunisme. C'est pas du tout mon état d'esprit. Je pense plutôt comme Rocard qu'il y a des gens qui se laissent emporter par un mode de pensée. Et ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on a emprunté une voie, retourner en arrière est quand même très très difficile. Il y a une forme, à l'heure actuelle, une forme de slogan qui émerge un peu partout. C'est répété à l'envi par à peu près tout le monde, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, c'est « il va falloir apprendre à vivre avec le virus ». Je trouve cette phrase mais totalement insensée. Et moi, je leur propose un autre slogan, puisqu'on ne peut rétorquer pratiquement que par slogan, c'est « n'ayez pas peur, cette épidémie est derrière nous, la probabilité pour qu'il y ait une seconde vague est très faible, donc reprenez espoir,
moi, j'ai l'espoir en vous et j'ai l'espoir en moi-même aussi. Mais j'ai l'espoir dans l'humanité. Et l'humanité a toujours su s'en sortir et ceux qui nous écoutent aussi. Voilà. Donc, Alors, n'ayez pas peur. quand vous parlez de slogan et de manière de communiquer, quand on parle de gestes barrières, c'est ni plus ni moins qu'une métaphore qui met un écran entre une personne et une autre personne, qui fait de l'éloignement, alors qu'il y avait un mot qui était utilisé dans le monde scientifique, dans le monde de la médecine, c'était la prophylaxie. Et c'est quand même quelque chose qui est simple. Moi, je me souviens d'avoir utilisé ce mot-là quand j'étais enfant. C'était un mot qui était banal à l'époque et qui aujourd'hui est devenu un mot complètement étranger parce que maintenant, on parle de gestes barrières et ça fait derrière la barrière, il y a du contrôle Oui, avec des métaphores qui sont comme ça subtiles. je suis absolument d'accord avec vous sur non seulement l'utilisation d'un langage très imagé, le geste barrière, oui, comme vous le dites, il y a des glissements sémantiques un petit peu partout. Il y a aussi une utilisation de la sémiologie, comme vous venez de le décrypter là à l'instant, à tout bout de champ. Je peux vous donner juste le simple exemple de ce qu'on a entendu traîner depuis des semaines maintenant, c'est augmentation exponentielle du nombre de cas. Là-dedans, tout est faux, mais tout fait extrêmement peur. Et donc, tout ça, ce sont des techniques de communication. J'analyse un phénomène, je regarde, j'essaye de comprendre et je diffuse ce que je comprends. Merci beaucoup, Laurent Toubiana, de ce témoignage, de votre disponibilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rigueur, la rationalité, la méthodologie, et vous en êtes un représentant. On vous remercie de votre partage. Oui, je vous remercie en tout cas pour cet optimisme. N'ayez pas peur. Voilà, ça c'est le maître mot. Merci Laurent Toubiana pour cette interview. Merci beaucoup. Donc, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.